Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle édition d'Afro Business qui démarre à l'instant. Une édition dans laquelle nous allons parler de l'économie souterraine ou économie noire. Elle regroupe un ensemble d'activités économiques non déclarées, qu'elles soient légales ou illégales, mais non enregistrées pour éviter les impôts et la réglementation. Elle inclut également le travail au noir, le commerce informel et des activités illégales comme la contrefaçon ou encore le trafic. Cette économie échappe aux statistiques officielles, rendant les politiques gouvernementales basées sur ces données moins efficaces et surtout affectant la fiabilité des indicateurs. Au Cameroun, par exemple, elle se caractérise par une prédominance des emplois faiblement rémunérés, parfois précaires, avec un fort recours à la main-d'œuvre familiale. Mais quels peuvent donc être les impacts de telles activités quand on sait qu'une proportion très importante de la population au Cameroun, estimée à environ 90%, travaille dans le secteur familial ou encore économie dite informelle, principalement l'agriculture ou l'artisanat? C'est des questions auxquelles va répondre en seconde partie notre invité, le docteur Marc Ombé Onana. Il est économiste et financier. Et tout d'abord, je vous propose de regarder ce sujet sur l'économie souterraine et surtout les impacts au Cameroun. Non pas qu'une simple survivance, l'économie informelle représente une véritable force vitale au Cameroun. Un secteur qui englobe plus ou moins 38% du PIB officiel, soit près de 10 000 milliards de francs CFA annuels, et englobe environ 89,4% d'emplois, selon les données 2022 du Programme des Nations Unies pour le développement. Dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam ou encore Bertoua, les actifs urbains survivent grâce à des micro-activités non déclarées allant du petit commerce qui cumule plus de 45% d'emplois informels à l'artisanat, 22%, sans oublier les services de transport anarchiques. Une économie parallèle qui génère environ 25% de recettes fiscales interdites par l'État. Des chiffres qui ne reflètent pas la réalité sur le terrain de l'avis de certains analystes. Il serait largement au-dessus des 25% avancés par le PNUD. Un secteur qui trouve ses racines dans l'économie souterraine ou noire, les activités pratiquées étant étroitement liées. Et bien que les statistiques précises et publiques sur ce secteur ne sont pas disponibles, l'on pourrait se baser sur la croissance économique qui affiche les 3,5% grâce au secteur primaire et tertiaire. Les revenus issus de l'économie souterraine causent toutefois un manque à gagner de l'ordre de 700 milliards de francs CFA selon le ministère des Finances. Un gouffre qui explique en partie, selon le MINFI, les sous-investissements chroniques dans les services sociaux. Autre difficulté, l'incapacité à juguler l'évasion commerciale par des réformes. Par exemple, 45% des échanges transfrontaliers avec le Nigeria et le Tchad échappent à la douane pour un montant de 400 milliards de francs CFA par an. Ce qui a, entre autres conséquences directes, l'absence de protection sociale, l'insécurité juridique et la concurrence déloyale pour les entreprises formelles. L'équation reste complexe pour l'État du Cameroun. Comment capter les 1500 milliards de francs CFA qui circulent hors des banques sans étouffer un secteur qui fait vivre des millions de personnes? Je vous propose à présent de regarder cet entretien avec Marc Ombé Onana sur les dangers et même les conséquences de l'économie souterraine et on se retrouve juste après. Bonjour Monsieur Ombé et merci de vous prêter à cet exercice. Bonjour Amel, merci beaucoup. Alors nous parlons dans ce numéro d'Afro Business de l'économie souterraine qui regroupe, c'est une sorte de définition que j'ai eu à prendre sur Internet, qui regroupe les activités économiques non déclarées, qu'elles soient illégales ou légales, mais non enregistrées pour éviter les impôts ou encore la réglementation. Alors, je vais vous poser une question pour que le téléspectateur puisse clairement comprendre de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples d'activités liées justement à cette économie souterraine qu'on retrouve au Cameroun, par exemple? Ok. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'économie souterraine, c'est cette économie communément appelée économie de l'homme ou économie occulte. C'est une économie qui rassemble un ensemble d'activités économiques, tant légales que illégaux. Illégales. Et ces activités économiques sont généralement les activités économiques légales sont celles où il y a des déroutes pour pouvoir capter les fonds qui sont destinés à l'économie officielle et les ramener vers l'économie informelle. Maintenant, à ce qui concerne les activités non
des activités non légales. Ces activités sont beaucoup plus centrées que le trafic de Go. Il y a le travail, ça veut dire que comme dans le cas de beaucoup de pays africains, on peut avoir des activités comme la plantation de la gourde également. On peut avoir des activités comme les petites activités telles que lorsque vous avez une panne chez vous, vous appelez un technicien, il vient réparer, il est payé en cash, ça n'entre pas dans le système économique officiel. Ça veut dire qu'il ne paye pas ce bricoleur qui arrive, il vient faire un service, il ne paye pas d'impôts et cela échappe au fisc. Il y a la prostitution qui fait partie également des activités non déclarées. Oui. Il y a un ensemble d'autres activités qui ont, telles que ce qu'on appelle aujourd'hui le secteur informel, la vente à la sauvette, les petits vendeurs, les vendeurs ambulants qui marchent, qui font du petit commerce, mais qui généralement ne payent pas d'impôts. Donc, ce sont les activités en fait qui échappent au fisc et qui échappent à la mobilisation des recettes qui sont destinées à financer l'économie formelle. Ça veut dire que si il faudrait comprendre toutes les activités, que ce soit l'agriculteur, que ce soit la vente à la criée, doivent être contrôlées par le fisc et payer des impôts. Bien sûr, toutes les activités doivent être contrôlées par l'État parce que pour mobiliser les recettes, les prévisions des recettes et le budget, ces prévisions des recettes et dépenses sont fixées sur l'ensemble des activités économiques capables de générer un revenu. Donc, si une activité économique peut générer un revenu, alors cette activité économique est taxable. Il faut donc taxer cette activité économique pour que l'État puisse réaliser les projets de développement. Donc, aujourd'hui, l'économie informelle, ou bien l'économie de l'homme, c'est cette économie qui lorsque l'agriculteur, par exemple, lorsque l'agriculteur va et cultive, il est difficile de le taxer. C'est vrai qu'il y a des mécanismes lorsqu'il sort peut-être des produits et que ces produits sont taxés à la sortie des champs. Là, ça n'échappe pas aux recettes, au fisc. Mais s'il ne paye pas les impôts, ça veut dire qu'il sort des plantations et puis il commercialise. Et il arrive peut-être à 5 heures, il vend sans que il vend au grossiste et puis il s'en va. Vous voyez qu'il est payé en cash et puis ça a échappé au fisc. Pour l'État, toute activité qui échappe au contrôle du fisc est destinée à une économie souterraine. Maintenant, il y a d'autres activités. Ça veut dire que les travailleurs peut-être du secteur public qui reçoivent des pots de vin sont des agents de l'économie de l'homme. Parce que s'ils reçoivent la corruption, ça veut dire qu'ils ont reçu des fonds qui peut-être 3 millions pour effectuer un service qui est en principe gratuit. Et puis, le 3 millions entre dans le circuit économique et dans le circuit économique, il perçoit ce 3 millions, mais ce n'est pas taxable. Donc, ça génère un revenu. Maintenant, il y a des bailleurs, des locations, des bails qui ne sont pas enregistrés, qui ne sont pas déclarés. Ça entre dans le système de l'économie informelle. En fait, l'économie informelle, c'est cette économie-là qui a tant d'offreurs, qui a les offreurs et les demandeurs. Et c'est une économie qui a également toutes les caractéristiques de l'économie officielle. Ça veut dire qu'il y a un marché du travail informel, un marché du travail souterrain. Dans ce marché du travail souterrain, il y a des travailleurs souterrains également. Et il y a une demande et une offre de travail souterrain. Et cette demande et offre de travail souterrain font en sorte que ce n'est pas seulement l'office, mais au niveau de la sécurité sociale, il y a également un échappatoire. Parce que lorsque le travail souterrain, on déclare peut-être une ménagère qui perçoit le salaire et que cette ménagère n'est pas déclarée à la CNPS et par conséquent, on ne prélève pas l'IRPP sur son revenu. Vous comprenez qu'en fait, elle contribue
En fait, vous êtes un employeur de l'économie souterraine et elle est travailleuse de l'économie souterraine. Très bien. Donc, l'économie souterraine, on la vit au quotidien, on la pratique au quotidien, mais sans savoir qu'on la pratique. D'autant plus que l'économie souterraine est cette économie qui est beaucoup plus dense lorsque le cash circule dans une économie. Entre 1990 et 2000, les pays comme le Nigeria, l'économie souterraine représentait 77% de l'économie officielle. Vous voyez que parce que dans ces économies, le cash circulait beaucoup plus. Bon, si on fait globalement dans les pays d'Afrique subsaharienne, vous allez vous rendre compte qu'il y a le Nigeria, l'Égypte, ce sont les pays où l'économie souterraine était plus intensifiée, et également les nouveaux pays, les pays de la zone CEMAC, où le cash circule abondamment. Et dans ces pays, l'économie souterraine est plus développée, est plus intensifiée, et cela crée des distorsions au niveau des prévisions budgétaires, au niveau même des prévisions macroéconomiques, au niveau de la programmation monétaire, au niveau de la programmation des politiques économiques, et leur implémentation, cela a un véritable impact. Alors, docteur Ombé, on parlait également, vous l'avez d'ailleurs fait savoir, les activités légales mais dissimulées, comme peut-être l'employé de maison qui n'est pas déclaré. On se rend compte à vos explications que c'est un secteur très actif, mais pourtant négligé parfois cette économie souterraine. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays de la CEMAC, vous avez cité notamment le Cameroun, disposent d'outils qui permettent véritablement de contrôler cette économie souterraine? Oui, les pays de la CEMAC vont tant que mal, parce qu'il faut mieux comprendre les outils qui peuvent permettre de contrôler l'économie souterraine. Il faut comprendre d'abord les facteurs explicatifs, ce qui explique l'orientation des agents économiques vers l'économie souterraine. Parce qu'aujourd'hui, il y a des facteurs tels que les écarts de salaire qui expliquent fortement l'orientation vers l'économie informelle, en fait, vers l'économie de l'homme. Ça veut dire que lorsque les salaires sont faibles, alors les agents économiques vont beaucoup plus être impliqués dans l'économie souterraine. Ça veut dire qu'ils peuvent créer des métiers connexes, des métiers de deuxième pôle, de métiers qui ne sont pas taxables et qui échappent au fisc. Et non seulement ça, ils peuvent créer des distorsions, des biais cognitifs dans la pratique de leur métier pour pouvoir capter les fonds, et les fonds qui viennent de cette économie, de l'économie qui devrait entrer dans l'économie formelle. Imaginez-vous, lorsque peut-être on dit que la descente peut-être d'un sous-préfet c'est 300 000, ou bien la descente d'un préfet c'est 500 000. Est-ce que ces fonds entrent dans l'économie officielle? Non. Ces fonds sont des fonds qui contribuent à entretenir l'économie informelle, dans l'économie de l'homme. Lorsque un agent économique, on vous dit, bon, peut-être pour créer ceci, il faut ceci, et que vous ne payez pas ça dans les caisses de l'État, ou bien que vous ne payez pas ça dans un circuit normal, cela contribue à entretenir l'économie informelle. Donc, les écarts de salaire expliquent généralement, parce que les études montrent que généralement les pays qui ont des écarts de salaire élevés, qui ont des faibles salaires et avec des distorsions salariales élevées, alors ces pays sont fortement acteurs de l'économie informelle. Donc, maintenant, lorsqu'on a pris les écarts de salaire, on regarde également la circulation du cash. Donc, les pays qui font circuler le cash sont également les pays qui sont beaucoup plus exposés au développement plus explosif de l'économie informelle. Maintenant, lorsqu'on a pris ce facteur, on va quand même également, on regarde la pauvreté est également un facteur explicatif du développement de l'économie informelle. Parce que généralement, lorsque on est pauvre, alors on est plus vulnérable à des métiers de l'économie informelle. Et cette vulnérabilité permet l'orientation des profils vers le secteur de l'économie informelle. Maintenant, il y a également des facteurs socio-culturels. C'est que si vous avez une population qui fume beaucoup, alors cela est propice au développement de la narcoéconomie, donc de l'économie de l'agro. Donc,
cela va contribuer à développer également ça. Maintenant, si on a donc compris quelques facteurs, parce que ça c'est quelques facteurs, il y a plusieurs facteurs explicatifs qui ont été développés tant par les organismes internationaux que par des travaux de recherche, on se rend compte qu'en fait, quand on regarde en Afrique centrale, les dispositifs qui sont mis pour contrecarrer cette économie informelle existent. Oui. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Vous voyez, aujourd'hui, la CNPS au Cameroun, particulièrement, fait un travail avec la déclaration volontaire de la prévoyance et de la sécurité sociale. Et cela va contribuer de façon individuelle ou bien de façon à simplifier les déclarations et pour que la ménagère qui travaille puisse être déclarée à la CNPS. En fait, c'est pour sortir cette catégorie de métiers du secteur de l'économie de l'ombre vers l'économie officielle. Mais maintenant, en ce qui concerne le captage des ressources dans l'économie officielle pour les ramener vers l'économie informelle, il y a quand même en zone CEMAC, au Cameroun particulièrement, la CONAC, qui lutte contre la corruption pour pouvoir dissuader les acteurs de cette économie. Et en dissuadant les acteurs de cette économie, cela favorise la lutte cela favorise la lutte contre non seulement la corruption, mais également la lutte contre l'économie, indirectement la lutte contre l'économie informelle. Maintenant, aujourd'hui aussi, il y a également la digitalisation qui contribue à limiter le développement de l'économie informelle. Parce que vous voyez, à l'époque, lorsque vous prenez un pays comme le Cameroun, le certificat médical, vous voyez, on le faisait à 900 francs. Et vous allez vous donner 900 à un médecin. Et puis, dans plusieurs hôpitaux, ce n'était pas 900. Le médecin allait vous dire que c'est 1500. Et puis, vous voyez que c'est 900 qui est ancré dans l'économie officielle et 600 francs dans l'économie de l'homme. Donc, or, aujourd'hui, avec la digitalisation, le 1500 ancre dans l'économie officielle. Ce sont des mesures qui aujourd'hui contribuent à limiter le développement de l'économie informelle. Maintenant, il y a également au niveau de l'emploi informel des mesures qui sont prises parce que de plus en plus, on encourage le secteur informel à se conformer. Il y a des organismes qui accompagnent le secteur, en fait. Moi, je n'aime pas parler de secteur informel, le secteur traditionnel. Le secteur traditionnel vers le secteur, pour qu'il puisse migrer vers le secteur non traditionnel, donc vers le secteur moderne. Généralement, en Afrique, quand on parle de secteur traditionnel, c'est ce secteur-là qui échappe au fisc. Et la modernisation, l'accompagnement à la modernisation de ce secteur permet de sortir ce secteur de l'économie de l'ombre, de l'économie souterraine, vers l'économie officielle. C'est ça le secteur moderne. Donc, aujourd'hui, il y a quand même un ensemble de mécanismes avec la création d'entreprises qui est devenu accessible par rapport aux années 90, à 2000, où la création d'entreprises n'était pas évidente. Donc, aujourd'hui, on constate que le secteur informel, en fait, le secteur traditionnel devient beaucoup plus moderne et que lorsqu'on regarde quand même les statistiques sur le taux de création, sur le nombre de créations d'entreprises par an, on se dit que des mécanismes sont faits, mais ces mécanismes ne sont pas totalement suffisants parce que l'économie souterraine en Afrique subsaharienne a tellement explosé et qu'il est tellement ancré au comportement des agents économiques. Très bien, mais est-ce que le système de taxation, par exemple, du Cameroun aujourd'hui, encourage ces personnes qui travaillent dans le secteur, dans l'économie noire, de rallier justement le secteur formel? Oui, puisque l'une des causes de l'orientation des agents économiques vers le secteur informel, c'est la taxation et les distorsions réglementaires. Parce que plus la réglementation est élevée,
plus la réglementation contribue à développer le secteur informel. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, de plus en plus, plus on renforce la réglementation peut-être sur le change, plus cela intensifie la fuite, le marché noir de change. Et aujourd'hui, on se dit pourquoi le marché noir de change se développe de plus en plus. C'est parce que, en fait, les agents économiques sont réfractaires à la réglementation des changes. Donc, et cela, ils trouvent ça compliqué de se mettre dans les normes. Oui. Donc, par conséquent, ils normalisent l'écart. Ça veut dire qu'ils intègrent le moyen le plus simplifié qui est là. Ça veut dire qu'ils préfèrent s'orienter vers le change du marché noir au lieu d'aller vers les institutions financières. Donc, voilà, par exemple, un modèle. Parce que, dernièrement, on se plaignait pourquoi le développement du marché de change, du noir. C'est parce que plus on renforce la réglementation, moins la réglementation est souple, plus cela entraîne l'orientation vers l'économie informelle, donc vers l'économie souterraine. Donc, aujourd'hui, plus on augmente la taxation, plus cela va également entraîner l'orientation des agents économiques vers le secteur souterrain. C'est là parce que pour fuir l'économie, pour fuir la taxe, qu'est-ce que les agents économiques vont faire? Ils vont développer une offre souterraine et une demande souterraine. Et cette offre et cette demande souterraine vont se rencontrer et cela va donc accélérer et faire exploser le développement de cette économie. Donc, aujourd'hui, il faut... on a digitalisé les impôts, ce qui facilite aujourd'hui les paiements des taxes, mais il faut que les acteurs de la fiscalité locale puissent comprendre, rester dans la logique initiale où il fallait laisser avec aujourd'hui l'indice général, l'impôt synthétique, qui vient, qui aujourd'hui a créé une confusion. En fait, son implémentation a créé des distorsions au niveau des agents économiques. Vous voyez, il y a des agents économiques qu'on a classés dans des classes qui ne devaient pas se recouvrir. Et par conséquent, lorsqu'on classe, ils ne savent pas comment peut-être rentrer dans leur classe. Et par conséquent, ils sont obligés de s'orienter vers l'économie souterraine. Donc, il faut plus de communication lorsqu'on change des réglementations ou bien lorsqu'on fait une modification du taux d'imposition pour que cela n'entraîne pas l'accélération et le développement de l'économie informelle, de l'économie souterraine. Très bien. Alors, une autre conséquence justement de la pratique accélérée ou accrue de l'économie noire, on a l'impression que les statistiques officielles, par exemple, sur le chômage, sur les revenus ou la consommation, sont peu fiables. On se rend compte qu'on fait là face à des cas de déformation des statistiques économiques d'un pays. Oui, c'est parce que, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, lorsque l'économie informelle a explosé, alors il y a des biais au niveau des prévisions statistiques, au niveau même de la collecte des données. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si la callbox, celle qui fait le callbox, ou bien le callboxer, lorsqu'il fait son callbox, est-ce qu'il paye déjà les taxes? Il ne paye pas les taxes, mais lorsqu'on va calculer le taux de chômage, on va l'intégrer comme un travailleur. C'est la cause des billets. Et ces billets vont certes réduire le taux de chômage, mais vous allez vous rendre compte que le taux de sous-emploi sera élevé. Et cette distorsion entre le taux de chômage et le taux de sous-emploi montre même le caractère pervers de l'économie souterraine. Pourquoi? Parce que le sous-emploi, quand on parle généralement de sous-emploi, le sous-emploi, en fait, est la conséquence d'une économie officielle qui n'a pas su implémenter les politiques économiques. Et lorsque l'économie officielle n'a pas su implémenter les politiques économiques, alors elle laisse place à l'économie souterraine qui, elle, a des moyens parce que c'est la mise en relation directe entre l'offreur et le demandeur, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Or, dans l'économie officielle, il y a un intermédiaire qui est l'État, qui est censé prélever les taxes. Alors, dans l'économie informelle, il n'y a pas d'intermédiaire. Et le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire rend
rend encore plus juteuse cette économie, c'est à l'État de développer les outils pour pouvoir ramener ces agents économiques de l'économie de l'homme vers l'économie souterraine. D'autant plus que l'économie souterraine coûte plus cher que l'économie officielle. Alors, en une minute, quel impact sur les politiques publiques et comment essayer de résorber encore davantage le secteur ou de résoudre cette équation plus ou moins difficile pour les États? Il y a toujours des ajustements que les États font en cours d'année. Cela veut dire que les prévisions des recettes n'ont pas suivi. Et ces prévisions des recettes, lorsque les prévisions de recettes ne suivent pas, alors on ne peut pas implémenter à totalité la loi de finances, en fait, le projet de loi de finances qui a été défini de départ. Et cela a fait également que les politiques publiques ne réussissent pas à implémenter leur politique de développement. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise planification à la base qui est due au biais causé par les distorsions d'information. Et cette distorsion d'information mettent en difficile la planification économique, mettent en difficile la planification du développement économique et même au niveau des statistiques, cela entraîne donc une distorsion au niveau du développement économique. Maintenant, il faut simplifier les procédures et la simplification des procédures voudrait qu'on puisse digitaliser. Parce que si on digitalise et que cela va limiter la corruption, mais que digitaliser également va favoriser l'optimisation de la collecte des taxes et également résoudre le problème des cas de salaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les salaires qui sont touchés par le secteur, les fonctionnaires du secteur, en fait, les agents du secteur public sont tellement faibles qu'il faut augmenter le salaire de ces agents publics afin que ceux-ci puissent véritablement être au service de la nation et non être au service de l'économie souterraine. Très bien. Merci à vous, Dr Marc Ombé, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes économiste et financier. Merci beaucoup, Amel. Et c'est là-dessus que prend fin ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition d'Afro Business. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.